Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot. Oui, l'émission 100% Racing Club de Lens, vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois, tout ce qui devra être dit sera dit. Regardez, dans la Dream Team des consultants 100 et or pour cette émission, cette semaine, nous avons Rémi Buzine de Brut, nous avons Sylvain Charlet de France Bleu Nord, nous avons Captain Sico, il est là, et puis... Salut. Pour sa première apparition, on est fiers de l'accueillir en tant que nouveau consultant. Il intègre donc la Dream Team des consultants de Lens Foot. C'est Johan Lachor. Salut mon Yo. Salut tout le monde. Merci de m'inviter, d'être là. Voilà, j'espère qu'on va faire une bonne émission et je suis très heureux d'être parmi vous. Ça c'est la première, Yo, je te le dis. Ça commence, les deux anciens commencent à se tâteler. Bon les amis, une émission très riche encore, hein, comme d'habitude. Au menu donc le débrief de cette victoire 2-1 face à Montpellier. L'actu Lens Foot, cette semaine, on va s'interroger sur la fuite des talents. Chouillard, Bellegarde, Duverne sont-ils partis trop tôt? Les consultants nous le diront. En tout cas, ils nous diront ce qu'ils en pensent en fin d'émission. Demandez le programme. Gros focus sur le prochain adversaire de Lens. C'est l'OM qui a fait la une de l'actu le week-end dernier avec des groupes de supporters qui ont envahi la commanderie. Le jeu des pronostics. Attention, le leader s'envole, les amis. Guillaume Gillet a été le seul à avoir le bon prono. Qui a le bonnet d'âne cette semaine? Vous le découvrirez dans le jeu des pronos. Lens Foot, épisode 19. C'est parti avec le légendaire Café Crème et tacle par derrière. Jingle. Lens Foot. Le Café Crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu Café Crème par les supporters? Eh bien, c'est Jean-Louis Leca, sans aucune surprise. Haut la main, 64% de vote pour Jean-Louis Leca. Tchèque Doucouré, deuxième avec 33%. Et Steven Fortes, troisième avec 2%. Le classement des Café Crème pour cette nouvelle journée. Eh bien, Jean-Louis Leca, donc, qui rentre dans le classement, qui intègre le wagon avec des 1 café, comme Steven Fortes, Ismaël Bourra et Clément Michelin, puis dans le wagon de tête avec 2 cafés crème, Gaël Kakuta, Sotoka, Badé, Kalimwendo et Fofana. Le café crème donc des supporters, Jean-Louis Leca, c'est également le vôtre les amis, celui de Sylvain, de Franck et de Johan. On va commencer, on va donner la parole à notre nouveau consultant. Johan, qu'as-tu pensé donc de la prestation de notre ami Jean-Louis sur ce match face à Montpellier? Je dirais qu'il a été très présent comme il a été d'habitude sur les matchs, par son assurance et sa confiance, mais ensuite il réalise 2 arrêts de grande classe, notamment un en toute fin de première mi-temps, qui permet à l'équipe de rester en tête à la pause. Et c'est vrai que c'est, je pense, le moment le plus important pour réussir cet arrêt-là, et c'est ce qu'il arrive à faire. Et donc voilà, ça maintient l'équipe devant, et c'est ce qui permet d'être en confiance derrière. Donc voilà, c'est notamment sur ce premier arrêt, je pense qu'il mérite ce petit café. Ce petit café crème. L'arrêt de Jean-Louis Leca, donc juste avant la mi-temps, Captain, c'est le tournant du match. Hein. Ouais, effectivement, parce que tu arrives à la mi-temps où tu es un peu pas mal mené, mais tu sens que ça pousse un peu. Et cet arrêt, il est hyper déterminant dans le sens où tu arrives à la mi-temps à 1-0. Et quand tu vois la deuxième mi-temps où c'est un peu plus compliqué, cet arrêt-là, il te permet d'être à 1-0 et d'être mentalement un peu mieux. Et puis en deuxième mi-temps, il a confirmé sur les 2 coups francs là, de Sambia, où il faut aller les chercher. Il a été présent et voilà, les 3 points aujourd'hui, on peut dire que Jean-Louis il a une part de responsabilité là-dedans, comme d'autres joueurs qu'on aurait pu citer. Notamment on y reviendra tout à l'heure, okay. Captain. Oh la bâche. Je me suis fait tacler. Ouais, exactement. Non, mais je vais pas répéter ce qu'ont dit Yo et Captain, mais moi, ce que je trouve intéressant dans la performance de Jean-Louis, c'est le caractère du bonhomme. Voilà, il a été décrié dernièrement, il a été critiqué. Moi, j'ai remis en cause notamment ses prestations face à Lyon et face à Montpellier. Il m'en a voulu. Il a quitté les réseaux Twitter. Il faut quand même le rappeler parce qu'il en a eu marre de toutes ces critiques des supporters. Et voilà, ce n'est pas la première fois d'ailleurs depuis quelques semaines qu'il démontre qu'il a une vraie force de caractère et sur le terrain, on peut compter sur lui. Je pense que ça lui tenait à cœur aussi de montrer à tout le monde qu'il ne lâchait pas et qu'il allait
démontré qu'il avait toujours les qualités pour être le numéro 1 de cette équipe lensoise. Parce qu'on le rappelle, beaucoup ont commencé à dire oui, il faut mettre le petit Farinez, il a du talent, il brille à l'entraînement. Mais voilà, Jean-Louis a clairement posé les bases, il est toujours là. Après, de toute manière, le caractère de Jean-Louis, personne n'en doutait. Hein. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a un caractère énorme et qui a une personnalité qui. Non, mais là, tu as une nouvelle donne. Très fort. Là, tu as une nouvelle donne. Tu as un contexte, tu es en fin de contrat, même si tu as le brassard de capitaine, tu as un jeune joueur qui est arrivé, entre guillemets, on te le met dans les pattes, mais bon, il faut bien le lancer à un moment ou à un autre. Là, tu as des données qui ne sont peut-être plus celles de la saison précédente. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est pour ça que je veux appuyer là-dessus, en fait. Eric Sicora. Non, mais aujourd'hui, on parle de Farinez, mais Farinez, il joue jamais. Il n'y a que des entraînements. Aujourd'hui, si tu lances Farinez, c'est que Jean-Louis il est blessé ou vraiment en phase de grosse méforme. Mais là, il a été mauvais 1 ou 2 matchs, mais il a toujours réagi derrière. Donc aujourd'hui, à part mettre Jean-Louis, sincèrement, ça me paraît compliqué de lancer Farinez aujourd'hui en championnat. Avec l'impact qu'il a sur l'équipe aussi, quoi. Ah, il a oui. une grande influence dans le groupe. Je veux dire, c'est difficile. Bah, c'est le boss. Dans le vestiaire, c'est un des patrons. C'est un de ceux qu'on écoute en premier. Il y a lui et il y a Yannick Cahuzac qui est aussi son vice-capitaine. Voilà, je veux dire, c'est eux les boss. C'est eux les boss du vestiaire. Mais il y a quand même une question qui se posera en fin de saison par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une option d'achat sur Iker Farinez. Pour l'instant, on l'a pas vu à l'œuvre. Alors, on espère pourquoi pas en Coupe de France. Mais c'est vrai que d'habitude, tu as la Coupe de la Ligue où tu peux voir très rapidement le talent de ton gardien remplaçant. Là, on ne l'a pas encore vu. Et en fin de saison, c'est de se dire, est-ce qu'on lève l'option d'achat ou pas? Et aussi, est-ce que lui-même, il dira, si je reste seulement si je suis numéro 1. Ça m'étonnerait qu'un joueur de sa trempe internationale, il faut quand même rappeler qu'il est quand même international, se contente d'être une 2e saison de suite sur le banc. On va regarder quelques messages de supporters sur la prestation de Jean-Louis Léca. Tonton Gervais, tiens. Salut tonton. Café crème pour Jean-Louis, critiqué à de nombreuses reprises cette saison, et on peut voir qu'il a toujours autant de caractère, de gros arrêts dans le match et rassurant dans cette fin de match très stressante. Simon qui nous écrit: Jean-Louis, clairement, il a été critiqué et vient de répondre brillamment, comme tu le disais Sylvain, sur le terrain. C'est l'homme du match, il était présent sur sa ligne. Dans les airs, il a contribué à la solidité de notre défense. On est tous d'accord donc pour dire que Jean-Louis a fait une presta énormissime. Le café crème de mon Rémi, eh bien c'est le 2e qui a été plébiscité, juste derrière Jean-Louis Léca. Je le rappelle, avec 33% des votes, c'est Tchèque Doucouré. Tchèque Doucouré qui commence tout doucement à aussi trouver une vocation de buteur et qui nous montre un peu toute l'étendue de son talent sur ses frappes. On l'avait vu l'année dernière déjà quand il avait marqué contre Châteauroux. Cette année, il commence à tenter un peu plus, il monte en puissance, il prend de la confiance et il le montre à nouveau. C'est-à-dire que c'est un joueur au milieu de terrain qui a un impact, mais qui peut aussi être décisif. On l'a vu, voilà, il marque le but, je pense, qui est, je ne vais pas dire décisif, mais quand vous jouez face à une équipe de Montpellier qui doute énormément, le fait d'ouvrir le score très rapidement, ça nous a quand même enlevé une belle épine du pied pour réussir à dérouler notre jeu derrière. Donc, vraiment un joueur qui monte en puissance, très intéressant, et on parle beaucoup de certains joueurs qui seront difficiles à conserver en fin de saison. Tchèque Doucouré, s'il continue comme ça, ce sera la même chose aussi. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Message de Dewil sur la presta de Doucouré. Doucouré est un phénomène qui prend le milieu à lui seul et qui libère Fofana. Un but. Et une botte. Oh, c'est un loupage. Un joli loupage. Une pépite, notre Tchèque, curieux de voir ses stats. Eh bien, on va lui donner à Dewil les stats de notre Doucouré. Quel match de notre récupérateur lensois. Donc, regardez-moi ça. 2 tirs tentés, 81% de passes réussies, 54 ballons touchés, 85% de duels gagnés et 11 kilomètres parcourus sur ce match. Un véritable monstre. L'Armoire sans or qui écrit: lors d'un lance-foot pas si lointain, on avait un débat, souvenez-vous, sur Doucouré, Fofana et Cahuzac. En majorité, le choix c'était Fofana-Cahu. Ce soir, Doucouré met presque un terme au débat. On va faire, vous savez quoi? On va faire un petit tour de table tous. Doucouré, Fofana sont-ils meilleurs quand ils sont ensemble? Sylvain. Il faut rallumer le micro, Sylvain. On reprend. Je fais de la radio. Doucouré et Fofana sont-ils meilleurs quand ils sont ensemble, Sylvain? Je développe pas, je réponds court. Ouais. Oui. Eric. Pas forcément.
Je veux pas dire oui ou non, il continue encore. Bah non, mais tu as eu des doublettes qui étaient bonnes, Cahuzac, Fofana, Cahuzac, Doucouré, Fofana, donc... Johan, à ton avis, donc, est-ce qu'ils sont meilleurs quand ils sont ensemble, Doucouré, Fofana? Moi, j'aime bien, oui, parce que je pense qu'ils sont complémentaires. Doucouré qui est plutôt technique, qui est plutôt garant un peu de la solidité du milieu lensois, et Fofana à côté qui est plutôt libre. Ouais. Yo, puisque tu es tout nouveau, quand le petit tour de table se lance, on doit dire seulement oui ou non. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, oui, pardon. D'accord, non, ok. Mais c'était bien amené, moi je trouvais que ça déroulait bien. Bah ouais, tu vois, donc voilà. Le mec connaît le foot, hein. Le mec connaît le foot, hein. Rémi Buzine. Alors, je suis désolé, mais comme Eric, pas forcément. Hein. Ok, super. Bon, un mot sur la presta de Tchèque Doucouré, les copains. Eric. Je sais pas, quand vous en parlez, on a l'impression qu'on le découvre, Tchèque. Vous êtes surpris par ses stats et tout, mais Tchèque, ça fait un moment qu'il est là et qu'il performe. Donc, au début, Fofana jouait pas, c'était Cahuzac et Doucouré il était présent, il faisait ses matchs. Hein. Donc aujourd'hui, pour moi, il est sur la même ligne que les deux autres. Après, c'est souvent un choix tactique du coach par rapport à ce qu'il ressent à l'entraînement et ce qu'il voit en face, mais sincèrement, il ne démérite pas. Et pour moi, c'est un titulaire en puissance. Hein. Ouais. Mais la complémentarité des deux, là, elle ne monte pas en puissance également? Rémi, Sylvain, Yo? Je pense que c'est surtout la montée en puissance de Fofana aussi qui permet à Doucouré d'être aussi plus à l'aise. On a eu un Fofana blessé en début de saison, qui est revenu, qui a mis un peu de temps à rentrer dans les matchs et à se mettre au niveau. Et je pense qu'il est de meilleur à chaque match. Et ce qui permet à Doucouré aussi d'être plus à l'aise et d'être plus en confiance aussi pour la suite. Donc je pense que c'est aussi justement la qualité de Fofana qui fait que Doucouré peut être à ce niveau-là. Ouais, j'aurais tendance à dire pas forcément quand on parlait de la question précédente, parce que finalement, Doucouré avec Cahuzac, ça se passe très bien aussi. C'est tout simplement en fait que c'est un joueur qui est encore très jeune, qui commence à monter en puissance, et je suis pas forcément persuadé que ce soit le fait que ce soit Fofana ou Cahuzac qui change quelque chose, mais plus le fait que c'est un jeune joueur qui découvre la Ligue 1, qu'il a la chance de découvrir dans un effectif qui est talentueux certes, mais qui monte en puissance progressivement et qui prend confiance. Ce qu'il fait hier, c'est justement aussi le symbole de sa montée en puissance et d'une confiance de plus en plus importante. Le fait de tenter comme ça en dehors de la surface, on sait que Tchèque Doucouré, il a une bonne frappe de balle, mais il tentait peu avant. Il tente de plus en plus. Je crois que quand il avait marqué, c'était déjà contre Montpellier, je crois. C'était contre qui qu'il avait marqué avant les fêtes, je crois. Alors, attends. Alors là, ça y est, tu nous donnes une colle, toi. Mais en tout cas, il a marqué il n'y a pas longtemps et je trouve que c'était un symbole justement du fait qu'il prenait de plus en plus confiance. Donc je pense surtout d'un point de vue personnel, après il y a toujours un truc collectif, mais c'est le fait que c'est un jeune joueur et il monte en puissance progressivement. Ok, on passe au... Alors, attention, là je peux vous dire que la rédaction de Lance Foot est au taquet, c'est contre Lyon. Merci, ouais, exact. Merci Snell. Bravo. Merci Snell de m'avoir envoyé l'info. On y va, on frappe sous la barre. Poum. On passe au débrief. Jingle. Lance Foot. Le débrief. Alors, on commence par les stats de cette victoire. Donc, 2-1 face à Montpellier. Elles sont belles. Alors, 56% de possession de balle pour Montpellier, 44 pour Lens. 11 tirs cadrés. Non, 2 tirs cadrés, pardon, pour Lens. 7 tirs pour Montpellier. 11 tirs pour les Lensois. 17 pour Montpellier. Puis 407 passes pour Montpellier. 352 pour nous. Quand on regarde ces stats et quand on a vu le match, forcément, Lens a décidé de laisser le ballon à Montpellier. On peut le dire. Est-ce une piste, les amis, à explorer pour faire déjouer nos adversaires, Rémi? Déjà, c'est vrai que c'est des statistiques qui sont assez différentes que sur d'autres victoires extérieures où Lens avait la possession, Lens avait plus de touches de balle que l'adversaire. Là, finalement, dans un contexte différent, le Racing a réussi à aller chercher un résultat. C'est bien, ça montre qu'on peut peut-être aussi dans d'autres dispositions et physionomie de match réussir à aller chercher des points. Mais je pense que ce qui fait surtout la différence, c'est de marquer très, très rapidement dans ce match. Faut quand même rappeler qu'on était face à une équipe de Montpellier qui a du talent, certes, c'est-à-dire que c'est une bonne équipe, mais qui est en plein doute. Donc le fait de marquer un but aussi rapidement dans le match, ça change quand même une physionomie. Ça nous met aussi peut-être plus à l'abri rapidement, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins cette obligation de construire, d'aller chercher, aller marquer le deuxième, même si on va le marquer finalement. Et donc du coup, Montpellier reprend un peu le cours du jeu, tente, mais on voit que c'est une équipe qui est
dans une période un peu sans, parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont réussi à faire des choses intéressantes, mais il y a des fois où ça ne veut pas. Et puis aussi des fois où vous avez un adversaire qui sait bien tenir les choses et un gardien qui est en forme ce soir-là, comme Jean-Louis Cal était ce week-end. 2 buts, ça y est, enfin, Lens frappe de loin, les amis. Il fallait qu'on en parle dans Lens Foot depuis plusieurs émissions pour que nos Lensois marquent en dehors de la surface. Eric, c'est une vraie bonne solution pour débloquer certaines rencontres. On l'a vu contre Montpellier. Ouais, effectivement, ça peut être une solution. Après, je regardais, parce qu'on dit Lens ne frappe pas au but. Ouais. J'ai regardé sur les 2, 4, 6, 8, les 10 derniers matchs. Ouais. À chaque fois, c'est plus de 10 frappes par match. Ouais, donc, mais on ne peut pas dire. Ouais, mais là, à Montpellier, c'est aussi le jeu qui permet de frapper. Sur le corner, Tchèque, il se retrouve à 20 mètres avec un but où c'est complètement ouvert. Donc forcément, comme il a une bonne frappe, il frappe. Et après, sur le but de Gaël, quand tu regardes le truc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et après, il frappe pied droit, c'est un peu touché, ça va dans les lunettes. Mais c'est vrai que ça peut être une solution. Mais le jeu de Lens, je ne sais pas s'il est fait forcément pour frapper, parce que c'est fixé pour aller sur un côté, pour aller à l'opposé, pour amener le ballon devant le but. Donc forcément, tu as plus de jeu sur les côtés que dans l'axe, ce qui peut amener à moins frapper. Mais tu as quand même des bons frappeurs, on l'a vu. Fofana, je crois qu'il avait marqué aussi contre qui il a frappé sur le poteau, c'est rentré avec le gardien. C'est pas Angers, je crois. Si, c'est Angers. C'est Angers. Hein. Donc voilà, il y a des mecs qui ont des bonnes frappes. Après, c'est la situation qui va te permettre de frapper ou pas. Contre le match avant à Bollaert, Klose, quand il est rentré, c'est pareil, il a frappé énormément, mais après c'est aussi un peu de maladresse, de précipitation, mais on ne peut pas dire que cette équipe lensoise ne frappe pas au but. On va parler d'un autre joueur, si vous le voulez, les copains, c'est de Clément Michelin. Regardez le message de Karl Schreck qui fait Clément Michelin vif et adroit dans ses interventions. Il a été le meilleur défenseur pour moi sur ce match face à Montpellier. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Michelin, axe droit, alternative crédible à Grady? Est-ce que tu es d'accord avec Karl, Johan, sur la presta et sur le fait que Clément était axe droit? C'était un peu surprenant, c'est vrai, mais après, voilà, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui est à l'écoute, qui comprend très, très vite les choses. Donc voilà, c'était pas surprenant aussi de voir un joueur avec une réussite comme celle-ci à ce poste-là. Voilà, maintenant, sur le long terme, je ne suis pas persuadé que ce soit la solution idéale pour lui et pour le Racing Club de Lens. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable, en tout cas, sur des bouts de match ou sur un match complet comme ça, de rendre service à ce poste-là. Il l'a montré contre Montpellier. Ouais. Il avait terminé face à Nice. Si mon souvenir est bon, on avait commenté avec Eric. Je crois qu'il avait quart d'heure, ouais. Ouais, il avait joué un quart d'heure dans la défense à 3. Alors, c'était peut-être l'effet, ou alors peut-être que Francaise avait déjà une petite idée. Non, mais voilà, je pense pas en effet qu'il soit amené à rester à ce poste-là. Là, la situation faisait que vraiment il fallait trouver une solution, puisque tu étais privé de Badé et de Grady au même moment. Donc là, moi, je me rappelle quand on essayait de savoir un petit peu ce qu'allait être la composition, on se demandait mais qui va jouer dans cette défense à 3? Tu disais Fortes va remplacer Badé, Medina sera là, mais qui va être le troisième larron? Donc voilà, Clément Michelin était une solution, mais vraiment la solution ultime quand tu as 3 ou 4 joueurs qui ne sont pas possibles d'aligner à ce poste-là. Et c'est super de voir ça quand même, de voir qu'il y a des joueurs qui peuvent dépanner à ces postes-là. Michelin, on l'attend pas du tout à ce poste-là. Il réussit à remplir sa fonction très bien, comme le fait Fortes aussi. On a une défense qui est quand même bien différente de celle qui a débuté en tout début de saison, où il y a beaucoup plus de turnover en raison des méformes et des blessures. Et finalement, ça tient. Et sur les derniers matchs, on peut aussi saluer l'entrée en jeu des remplaçants, quoi. Eric? Non, c'est parce que je reviens sur Michelin, parce que moi, je l'avais aussi un peu égratigné sur certains matchs. Et sincèrement, sur ce match-là, il a été très bon dans le domaine défensif. Après, Montpellier n'a pas non plus été ultra dangereux, surtout sur le coup de pied arrêté. Mais en tout cas, sincèrement, sur ce match-là, moi, j'ai trouvé très bon. Mais je crois qu'il a déjà joué à ce poste-là, parce que j'ai lu que le coach lui avait parlé dans la semaine en le préparant, et il avait fait une bonne semaine, et c'est pour ça qu'il l'a mis là. Donc, il a des qualités, et je trouve que, sincèrement, c'est peut-être une solution pour dépanner à un certain moment, et ça offre une piste supplémentaire au coach. C'est vrai que c'est intéressant ça, parce que voilà, je le redis, en tout début de saison, je faisais partie de ceux qui disaient voilà, il y a 3 titulaires et il y a 3 remplaçants, ils sont loin. Il y avait
Medina, j'allais dire Fortes, Medina, Badé et Grady, et puis loin derrière, pour moi, il y avait Rado, Fortes et Diallo. Ouais. Et voilà, comme quoi les choses peuvent évoluer très très vite dans le football. Alors, les trois Badé et Grady ont un temps d'avance, Medina est en train de remarquer des points, mais tu te rends compte qu'il y a d'autres joueurs qui sont rentrés dans la danse. Aïdara, Fortes, donc Michelin sur ce coup-là, par exemple, qui devient peut-être une solution. Justement, tiens, Sylvain, puisque tu es en train de dire que Medina marque des points, c'est peut-être pas ce que pense vraiment Olivier, qui nous envoie un tweet. Encore une fois, malheureusement, Medina, surtout dans ses relances, qui nous a mis en danger plusieurs fois. Défensivement, il est en place, oui, mais ses passes me donnent des sueurs froides. C'est vrai que c'est quand même le spécialiste. Qu'est-ce que vous pensez de la presta de Medina encore? C'est vrai que ses passes, quand est-ce qu'il va arrêter de faire ces passes-là? Yo. Moi, je pense qu'il est à l'image de. Enfin, il joue là comme le personnage qu'il est, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup d'hargne. Et en fait, il n'a pas cette double phase où à un moment donné, il faut être dur sur l'homme et pour les duels. Ouais. Et cette phase de calme pour jouer. Il est tout le temps à fond, tout le temps dans l'énergie. Et c'est ce qui l'amène à être des fois un peu brûlant avec le ballon, quoi. C'est limite, hein. Des fois, c'est plus que limite. Un jour ça va faire mal, hein. Rémi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, d'un point de vue général, je dirais que Medina, c'est un peu décevant sur ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il y a eu un début de saison qui a été fabuleux. Et puis après, quand il y a eu les sélections en équipe d'Argentine, on a eu l'impression qu'il y a un blocage depuis qui est, je sais pas, je suis d'accord avec toi là-dessus. Peut-être trop importante, mais on n'a plus le Medina du début de saison. C'est-à-dire qu'on était même à tel point que là, s'il y avait une offre très importante qui arrivait au mercato de janvier, on avait pas mal de gens qui disaient pourquoi pas finalement. Alors que c'est un joueur, quand on voit son début de saison sous potentiel, c'est une superbe recrue. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit à ce niveau-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un blocage psychologique? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mal-être aussi, quelque part? Peut-être. Il vient de loin, changement de continent, c'est pas facile à vivre non plus, quoi. La famille, enfin voilà, après, c'est sûr que on prend jamais ça beaucoup en considération, mais ce sont des faits réels, quoi. Je veux dire, il peut se sentir seul, tout ça, quoi. Yo, c'est central, ça. C'est central, surtout pour un joueur étranger. En plus, tu es un jeune joueur, tu l'as dit. Il est déraciné. Je ne sais pas avec qui il est arrivé, s'il est arrivé tout seul. Je pense que sa chérie est avec lui. Sa famille au départ, oui. Toute sa famille est là. Ouais. Au départ. Après, là, je ne sais pas où il en est, mais au départ. Mais vous pouvez en parler de ça. Moi, je prends l'exemple. Je vais aller sur le terrain d'un autre joueur. Je pense à Gaël Kakuta. Ouais. Quand tu regardes l'importance de l'épanouissement personnel, Gaël Kakuta, ce n'est pas seulement une réussite sportive, 9 buts, 4 passes, c'est aussi une réussite psychologique. Ton quotidien, il est important. Enfin, tu ne fais pas que jouer au foot. Si tu n'es pas bien dans ton environnement au quotidien, si en effet tu ne maîtrises pas la langue comme pour Medina, c'est compliqué d'être bon sur le terrain. C'est vrai. Très, très vrai, ça. Mais je termine là-dessus. Je me souviens de Thierry Henry. Thierry Henry à Barcelone. Il a eu des débuts très, très compliqués. Et beaucoup de gens lui étaient tombés dessus parce qu'il avait eu le malheur de dire en fait, je suis pas bien, je suis pas épanoui parce qu'en fait, j'ai quitté l'Angleterre et en fait, il s'était lâché en conférence de presse en disant qu'il s'était séparé et qu'il ne voyait pas son enfant. Et il disait mais ça me rend malheureux et au quotidien c'est compliqué, j'arrive pas à penser au foot. Et il expliquait notamment par cela ses problèmes d'acclimatation. Et tout le monde était tombé dessus, mais ça se comprend, c'est normal. Il n'y a pas que le foot, en fait, dans l'équipe perso. Et puis, franchement, les copains, quand vous venez d'Amérique du Sud et que vous arrivez ici, dans la région, en termes de météo, pas évident. C'est deux salles, deux ambiances. Donc, bon, peut-être lui laisser un petit peu de temps quand même à Medina. Je pense qu'il y a un nom qui peut rappeler quelque chose à Johan, c'est Guillermo Rodriguez. Ouais. C'était pareil, qui venait d'Amérique du Sud il y a une quinzaine d'années avec un bon CV, puis qui finalement n'avait jamais réussi à s'adapter, puis a fait une carrière honnête derrière, mais qui au début, je pense qu'il y avait aussi des problèmes d'adaptation à l'époque. C'est-à-dire que tu arrives avec un beau CV. Le changement de culture, il est fou, quoi. Je veux dire, c'est vraiment deux mondes différents, donc il faut vraiment lui laisser le temps. Et je pense que ça peut prendre, des fois, ça dure 6 mois pour un joueur, des fois, ça prend 1 an. Ouais. Mais il faut lui laisser le temps, je pense. C'est clair. Tu as toutes les sollicitations derrière aussi. Hein. C'est-à-dire que est-ce que ça joue pas aussi dans sa tête le fait que quand on parle de Manchester United, toutes des choses comme ça doit jouer aussi. Ça, Arnaud Pouille, qui était notre invité sur France Bleu Nord, ce lundi soir, a dit que Manchester, c'était pas dit comme flanc. Ça, hein, mais ouais, c'est du flanc. C'est parti sur les réseaux. Il y a eu des prises d'infos pour Medina, comme pour d'autres joueurs, mais Manchester, ça n'a jamais été concret. Voilà, selon Arnaud Pouille ce soir. Ouais, bon, après. Même une prise d'infos, ça tourne dans la tête quand même. Hein. Oui. Est-ce que Arnaud Pouille aurait intérêt à le dire?
Aujourd'hui, oui, Manchester est dessus. Bon, je suis pas sûr non plus. Enfin bref. Ça peut être de la com aussi, mais moi je l'ai trouvé sincère sur ce coup-là. J'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine, les copains. On va parler quelques minutes de la VAR. Oui, incompréhension complète sur le fameux penalty non sifflé suite à la main de Mendes sur l'action de Kakuta. On va démarrer le sujet de la VAR avec des messages de supporters. S. Bielsa qui nous dit: mon tacle par derrière va à monsieur Delru pour son arbitrage nullissime, le jaune sur Hilton, le penalty non sifflé, les fautes inexistantes en fin de match et surtout le tacle de Michelin, et aux commentateurs de Téléfoot dont la neutralité est plus que douteuse. Et puis Flavien nous envoie: suis-je le seul à avoir l'impression que sur ce match, c'est les joueurs qui ont arbitré en jouant à celui qui crie le plus fort, arbitrage inexistant? C'est vrai que c'était un peu insupportable. Eric. Deux choses. Déjà, le penalty, Yo, il a été défenseur. Sincèrement, aujourd'hui, avec leur règlement, c'est à mettre le bordel. Parce que quand tu es défenseur, que ça soit pour Montpellier ou pour Lens, j'aurais réagi de la même façon. Quand tu es défenseur et que tu suis ton attaquant, là en l'occurrence Gaël Kakuta, qui touche le ballon, et toi tu cours avec, tes mains, tu peux pas les mettre dans ton short. Tu es bien obligé de courir. Non mais sans déconner. Bien sûr, mais c'est clair. Bien sûr. Et comment tu veux défendre par rapport à ça? Alors là, ça faut m'expliquer, d'accord? Après, il y a l'arbitre. L'arbitre, lui, il juge qu'il a pas. Après, concernant, on dit que l'arbitre, il a été dur. Mais là, je vais défendre l'arbitre. À un moment, il faut que les joueurs aussi arrêtent de pleurer dès qu'il y a un petit contact. Parce que ça, sincèrement, à la fin, tu regardes, tu as Hilton, Mendes, ils ont pris carton jaune, Sotoka, Banza, carton jaune. Il y a des ballons aériens, ils y vont même plus, les mecs. Parce qu'à un moment, tu es effleuré, Mendes, il tombe par terre. Sotoka, pareil, il est intelligent, il fait la même chose. Michelin, il l'a fait aussi en première mi-temps. Et je pense qu'à un moment, l'arbitre, on ne le met pas non plus dans les meilleures dispositions. Donc, de temps en temps, nous les joueurs, on n'est pas non plus irréprochables à ce niveau-là et on facilite pas l'arbitrage. Mais en tout cas, moi, les mains dans la surface, sincèrement, aujourd'hui, je suis entraîneur. Déjà, il faut pas tacler dans la surface. Et puis après, défendre avec les mains, sincèrement, on n'est pas des Playmobil. Hein. Ça va finir sur un t-shirt. Sylvain Charlet. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel est le parcours footballistique de tous les arbitres qui évoluent au plus haut niveau en France, mais c'était quand il y a 1 an et demi, j'ai eu la chance de discuter avec un arbitre qui est toujours sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, qui n'est pas central, qui est assistant. Et en fait, on avait un débat sur les mains. Et cet arbitre me dit: oui, mais de toute façon, quand le joueur saute et quand il a les 2 bras en l'air, moi, je ne cherche pas à comprendre, je siffle main. C'est bien un arbitre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit: mais vous avez joué au foot ou pas? Lui, de sauter déjà. Voilà, mais ce que je lui ai dit, moi j'ai joué un peu au foot, mais je lui dis, et je lui ai fait le geste, je fais sauter. Mais quand je saute, si je lève pas les bras, je monte pas. Mais donc, tu sais que c'est une vraie question. C'est dingue. C'est une vraie question parce que je crois que pour accéder au haut niveau, les arbitres à 16 ans doivent stopper le foot. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus jouer. Donc, ils n'ont pas de formation de footeux avec le ressenti qu'on peut avoir quand on est sur le terrain. Parce que la Fédé ne les autorise pas à aller sur le terrain en tant que joueur. C'est un vrai problème. Donc ça, c'est une vraie problématique, quoi. Donc, voilà. Et après, pour aller dans le sens de Sico, moi, les mains, je ne comprends pas comment ça se passe. Et la VAR, c'est encore pire, quoi. La VAR, c'est vraiment... pour moi, c'est n'importe quoi. Je ne comprends même pas qu'on ne fasse pas un règlement. Alors, pourquoi pas copier à un moment donné ce qui se fait un peu dans le tennis, c'est-à-dire pourquoi pas les entraîneurs avoir deux références par match ou par mi-temps, un truc comme ça, mais que les matchs soient entrecoupés comme ça tout le temps pendant 3-4 minutes ou quoi que ce soit pour le moindre truc, ou on revienne sur une action 2 minutes après parce que l'arbitre assistant a appelé. Enfin, je trouve que c'est insupportable, quoi. Mais il y a du bon quand même. Il y a du bon quand même. Ça peut limiter quelques injustices, mais à condition que ce ne soit pas à chaque action, quoi. Il y a plus de bons que de mauvais avec la VAR. Arrêtez, les gars. Non. Mais parce que vous ne parlez pas de toutes les fois où ça fonctionne. Non, mais il y a du bon. Non, mais il y a du bon aussi. Je vais pas bien sûr. Il n'y a pas plus de bons, les copains. Il n'y a pas plus de bons. Mais si. Non, mais pas forcément. Après, le problème, c'est est-ce que c'est l'arbitre qui décide ou est-ce que c'est la VAR qui décide? Ça dépend de l'idée des juges, le central ou pas. Voilà, c'est ça. Il y a des accords entre amis sur la VAR. Les mecs dans le camion, ils font des belotes. Faut arrêter les conneries. Non, mais de temps en temps, ils arrangent un petit peu le placement des lignes pour ne pas déjuger le central.
C'est n'importe quoi. La VAR, mais donc, non, mais Sylvain, à partir de là, si tu dis ça, la VAR ne peut pas avoir que du bon. C'est-à-dire que c'est manipulé. Moi, je te dis qu'il y a plus de bons que de mauvais. Ah non. Rémi Buzine pour terminer sur la VAR. 30 secondes. Il y a du bon, bien sûr, mais après, c'est vrai que ça perd quand même beaucoup en spontanéité. Quand on est là comme ça pendant 2-3 minutes à attendre une décision, on perd quand même la fluidité qu'on aime dans le football. Et puis après, il y avait aussi quelque chose, on se disait avec la VAR, ça va mettre tout le monde d'accord. Au final, on se rend compte que les débats, on les a toujours. Est-ce qu'il y avait penalty, est-ce qu'il n'y avait pas penalty, c'est toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours des situations litigieuses, c'est toujours à la décision de l'arbitre au final. Et des fois, il y a des contents, des fois des mécontents. Je sais que des fois, dans cette émission, on a eu des débats à dire finalement, on pense que sur cette action-là, il y avait penalty. Donc la VAR, finalement, il y a des bons côtés, mais elle n'a pas tout réglé. Elle a quand même perdu. Elle a quand même fait perdre un petit peu de spontanéité, je trouve, quand même, qui est quand même important, où on se retrouve comme ça dans des longs tunnels de 2-3 minutes qui peuvent être intéressant quand c'est du bon côté, quand t'attends pour avoir un penalty, mais d'un autre, c'est quand même pas toujours. Ça perd un peu l'essence même du sport. Attends, aujourd'hui, un attaquant professionnel, les gars, qui joue au foot, le mec, s'il se coupe pas les ongles toutes les semaines, il peut se faire siffler un hors-jeu parce qu'il a un ongle qui traverse. Non, mais sérieux, le mec, il peut plus jouer avec des ongles longs, c'est foutu, c'est fini ça. Sylvain, tu veux terminer 15 secondes Je sais plus, je voulais dire un truc, mais je me suis perdu. Écoute, ça fait 15 secondes. Tu te retrouveras la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai, je suis un peu bavard. Même pour ne rien dire, je suis bavard. C'est désolant. Allez, désolé. Tiens, regardez, on va jeter un œil sur ce beau classement. On est donc 7e avec 34 points, juste égalité avec Metz, qui est 6e avec 34 points. Et puis ce titre du journal L'Équipe, lance aux portes de l'Europe. Tour de table, vous me dites oui ou non. Lens peut-il accrocher le wagon des 6 premières places? On va commencer par Captain Sico, vous allez voir, il va me faire oui, mais. Alors oui ou non, Lens peut-il accrocher l'Europe, les 6 premiers? Eh bien, là Cyril, je vais te répondre. Oui, pourquoi pas. Non, oui, je vais te répondre oui. Johan? Oui. Sylvain? Oui. Rémi? Oui. Voilà, et ben voilà, si oui, c'est parfait. Comment C'était bien ce débat. C'était très bien. Et pourquoi si oui? Non, c'est pas compté. Ouais, mais... on est à 4, il dit si oui. Ils sont plusieurs chez lui. Tiens, 100, je peux dire que c'est pas de l'eau ici. Comment expliquer notre saison formidable, les copains? Personne ne nous attendait à cette fameuse 7e place pour le moment avec 34 points. Les raisons principales. Le recrutement déjà, c'est-à-dire qu'on a réussi. Alors, je disais, il y a 2 choses. L'état d'esprit et le recrutement. L'état d'esprit, c'est que tu as une équipe qui est quand même incroyable. Dans l'état d'esprit, les joueurs qui sont sur le banc, ils bronchent pas. Quand ils rentrent en jeu, ils font le maximum pour justement apporter quelque chose à cette équipe. Et on voit que ce qu'on peut dire, c'est le groupe vit bien. Après, il y a le recrutement. C'est-à-dire que cet été, on a quand même recruté des joueurs d'un très bon niveau. Enfin, je veux dire, aller chercher un Seko Fofana, c'est un sans faute. Il faut saluer la cellule de recrutement qui a réussi à amener des joueurs qui ont à la fois l'état d'esprit pour ce groupe et qui en même temps apporté une vraie valeur ajoutée, expérience de la Ligue 1, expérience du haut niveau. Je veux dire, à tous les postes. On parlait de Medina tout à l'heure, mais quand on voit son début de saison, c'est super. Loïc Badet, 7 matchs en pro au Havre, qui est mis titulaire dès le début de saison en Ligue 1. C'est un grand pari. Et au final, aujourd'hui, on se dit tout, c'est super. J'ai mis juste un bémol sur le recrutement, qui était réussi au final, mais je précise simplement que Gaël Kakuta, par exemple, n'était pas une priorité au tout départ. Il est devenu par la suite, mais il ne s'est pas imposé tout de suite dans l'esprit du recrutement. Donc, il a fallu faire preuve de persuasion. Pour terminer, et ensuite on passe à demander le programme, sur lanceau.com, j'ai lu que Franck Hez disait « Le maintien n'est pas encore assuré officiellement. Évidemment, on s'en rapproche à chaque fois que l'on prend des points. Quand on aura atteint la barre des 40, on parlera du prochain petit challenge. » Johan et Eric, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que ça, c'est pas un discours devant les journalistes? Est-ce que vous pensez que le discours peut être un peu différent dans les vestiaires quand on est entre nous, entre joueurs, en disant maintenant les gars, on va chercher l'Europe et on arrête de parler de maintien? J'en suis convaincu, moi. Johan. Moi, je ne suis pas persuadé parce que je connais un petit peu Franck et je sais qu'il aime bien agir par étapes et par petits objectifs comme ça. Et le premier, c'est vraiment d'aller chercher les 40 points. Ce qui n'empêche pas qu'il a dans sa tête certainement que si les 40 points sont atteints relativement vite, il pourra aller chercher peut-être l'Europe en fonction de ce qui se passe à ce moment-là. Mais je sais qu'il est très méticuleux par rapport à ça et on le voit d'ailleurs lors des matchs. Mais
voilà, c'est quelqu'un qui va prendre les étapes une à une et qui va pas se précipiter, encore une fois, sur un objectif qui n'est pas la priorité à l'heure actuelle, quoi. Donc, je pense qu'il pense vraiment à ça. Eric, après, voilà, les joueurs entre eux, ils en parlent. On y pense que ça reste l'objectif prioritaire. Ça reste, encore une fois, une possibilité en deuxième lieu. Eric, pour terminer. Moi, je pense qu'il y a, je parle peut-être pas d'Europe, mais de finir le plus haut possible. Aujourd'hui, tu as 34 points. Le barragiste, il a 18 avec un match en moins, je crois, c'est Lorient. Tu as quand même, dans tes prestations de match, c'est du solide. Tu as montré que tu peux battre tout le monde. Ouais, voilà. Après, peut-être pas l'Europe, mais persuadé qu'avec ce groupe, et on en parle, ils cherchent toujours le plus, aller plus haut. J'ai encore lu, je crois, dans la Voix des Sports. Aujourd'hui, voilà, c'est d'aller le plus haut possible. Et le plus haut possible, aujourd'hui, avec cette équipe-là, l'état d'esprit, tu peux aller loin. Maintenant, le football, il est comme il est. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu peux être un peu moins bien. Donc, il faut toujours rester prudent. Et dans le football, tu as toujours cette forme de prudence que tous les coachs mettent un peu en place. Et ça permet d'enlever la pression aussi quelque part au groupe. Si tu commences à parler d'autres ambitions, en fait, ça permet de continuer à avancer avec cet état d'esprit, d'avancer un peu entre guillemets caché. On sait tous que le maintien aujourd'hui, il est acquis. Enfin, je veux dire, ça avance pas derrière. Il y a un niveau de jeu, on prend un nombre de points qui est quand même suffisamment conséquent. Mais d'un autre, si tu commences à changer ton discours aujourd'hui, ça peut avoir une incidence sur le groupe, ajouter une certaine forme de pression. Là où il y a une certaine forme d'insouciance. Je veux dire, l'objectif principal est acquis. Tout ce qui est au-dessus, c'est vu comme du bonus. On termine et ensuite c'est demander le programme avec une question et un autre petit tour de table. Oui ou non, Franck Hez est-il l'un des meilleurs coachs de Ligue 1 actuellement? Rémi Buzine. Je dirais oui, sur cette saison, oui. Sylvain Charlet. Johan Lachor. Non. Johan, il faut appuyer sur ton petit micro coupé. Micro coupé. Oui, excusez-moi. Non, je dis, c'est difficile de répondre oui ou non à cette question parce que. Allez, débrouille-toi, fais comme tu veux, oui ou non? Oui. Allez. Eric. Oui. Mais non, il n'y a pas un petit mais ou pourquoi pas? Non, tu as dit l'un des meilleurs, je te dis oui. Ok, parfait. C'est Johan qui a un mais. Quand je parle beaucoup, ça va pas. Et là, quand je dis oui, je respecte le truc, je me fais engueuler sans déconner. Je comprends plus rien dans ce truc. Allez, on passe à demander le programme, c'est parti. Lance foot. Demandez le programme. Allez, mercredi, donc 21h, on reçoit l'OM, le choc lance Marseille. On regarde les dernières confrontations. 35 matchs joués. J'ai du mal à articuler, moi, ce soir. 9 matchs nuls, 12 victoires pour Lens, 14 pour Marseille. Samedi, on le sait, donc des supporters de l'Olympique de Marseille ont exprimé leur colère donc en faisant irruption au centre d'entraînement, Robert Louis Dreyfus, et en commettant des actes de violence qu'on n'a pas envie de voir dans le foot, qui ont entraîné le report du match contre Rennes. Les scènes de violence vont forcément laisser des traces, les copains. J'aimerais entendre, avant d'écouter Sylvain et Rémi, j'aimerais entendre les deux anciens joueurs, Eric et Johan. Quand un joueur vit ça, vit de tels moments, vous trouvez que ils peuvent être dans quel état d'esprit 3 jours après pour jouer un match? Est-ce qu'ils vont être du style revanchard, le couteau aux dents et vas-y on va au charbon, ou alors plutôt du style c'est bon, j'en ai ras-le-bol de ce club, je me casse? Je vais prendre la parole en premier, mais je pense que c'est aussi lié à l'histoire qu'a le joueur avec le club. Je veux dire, je me fais peut-être un peu le porte-parole de Sico par rapport à ça, mais si j'avais vécu ça à Lens, évidemment, peut-être de passage ou qui ne sont pas aussi investis ou qui sentent que c'est un peu compliqué pour eux, peut-être qu'ils vont avoir un état d'esprit beaucoup plus c'est tout, je finis la saison et je me casse et peu importe ce qui arrive derrière, quoi. Voilà, je trouve que ça dépend vraiment de la personnalité et de l'investissement qui a eu lieu au départ mis en place par le joueur. Eric, aujourd'hui, quand tu regardes la compo de Marseille, les joueurs que décrit Johan, il n'y en a pas 40 000. C'est pas l'époque des Sicoré, des Johan Lachor qui avaient l'amour du maillot. Aujourd'hui à Marseille, à part Sylvain, si je dis pas de conneries, c'est Camara qui est un minot. Ouais. Mandanda, ça fait 13 ans qu'il est là quand même. Mandanda aussi. Thauvin, Payet quand même aussi. Ouais, mais les mecs ils pensent d'abord à leur salaire. Trop d'égo. Non, le plus exemplaire qui est arrivé dernièrement, c'est Alvaro pour moi. Défenseur espagnol qui incarne l'esprit marseillais. Mais les deux de devant, là, ils pensent d'abord à leur salaire, à leur ego. Et je ne sais pas comment on va sortir de tout ça. Thauvin, il pense à son futur. Il va pouvoir signer où il veut. Ouais, non, mais. Eric?
C'est quand même flippant, quoi. Non, mais sans déconner, nous, on a connu des périodes où on était en difficulté aussi. On a eu des altercations avec les supporters. On a connu des ambiances à Bollard difficiles. Mais non, mais c'est vrai. Après, c'est parti du foot. Mais sincèrement, quand tu vois. Après, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Au départ, c'était pas pour les joueurs, mais après, les joueurs sont là. Donc, forcément, t'en prends un peu dans la tronche. Je suis un peu comme Yo. Je pense que les mecs, ils vont se dire vivant la fin de saison qu'on s'arrache de là. Ouais. Après, avec les Marseillais, t'as le Classico dimanche. En Donc, fait, t'as deux matchs, Lens et Marseille et PSG, pardon, qui peuvent un peu te remettre dans le championnat et calmer un peu les esprits. Mais le match à Lens, sincèrement, je vois pas dans quel état d'esprit peuvent être les joueurs. Encore si tu avais des tauliers, des piliers qui te ramettent les mecs qui disent allez, c'est bon, à nous de penser à nous, à l'équipe, on est là pour nous, on verra bien ce qui va se passer. Mais là, j'en vois pas beaucoup dans cette équipe-là. Et mentalement, je les vois pas solides, quoi. Et t'as le coach qui annonce qu'il partait. T'as le coach aussi, Villas-Boas, qui annonce qu'en fin de saison, en gros, il sera plus là. Donc, tu vois, tout le monde quitte le navire, en fait. Puis en plus, quand tu vois les déclarations d'Hérault, là, j'ai lu là, qui a parlé de. Non mais de magouille, de combat. Non, mais même pas. Il a dit que il va aller au combat. Il va aller au combat, l'autre. Non, mais il a parlé de magouille, de match arrangé, plein de choses. Il est revenu sur tapis. Il est parti dans un truc, lui, mais au lieu d'apaiser la chose. C'est ça. Et en fait, ce genre de feu, il a remis de l'huile sur le feu. Donc, ce genre de situation qu'on commence à voir, elle s'explique aussi par contexte. Avant, quand vous perdiez un match, vous avez une bronca à la fin du match, il y avait quelques supporters qui vous attendaient à la sortie du stade. Maintenant, il n'y a plus de présence dans les stades. Donc, du coup, ils vont directement au centre d'entraînement et on se retrouve avec des scènes comme ça. On l'a vu à Nantes, où ils étaient venus à côté de la Beaujoire. Ils sont venus à l'entraînement. C'était marrant à Nantes. Ouais, mais ils étaient venus aussi. C'était génial. C'était génial. Ça, c'est pas de temps. Le Kita Circus. Ouais. Mais 10 jours plus tôt, ils avaient tenté de venir près du stade et ça avait chauffé fortement. Là, par exemple, on entendait l'entraîneur de Nice ce week-end qui était en train de flipper, de se dire qu'ils vivent la même chose parce qu'ils avaient encore perdu ce week-end. Donc, Ouais, mais Rémi, après, c'est la vie aujourd'hui, elle est comme ça. C'est pas uniquement dans le football. Bien sûr. Mais tu as le contexte. C'est-à-dire qu'avant, ça se passait. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, ça se passait au stade. Avant, tu vois, il y avait à la fin du match, ça sifflait, même parfois les supporters vous attendaient à la sortie du stade. Enfin, moi, je me souviens au début des jamais de ma vie un supporter qui m'a attendu. Jamais. Et là, maintenant, c'est au centre d'entraînement. Et c'est beaucoup moins protégé. Ouais. C'est beaucoup moins protégé parce que quand c'est au stade, il y a les forces de l'ordre qui peuvent protéger le stade, mais là, le centre d'entraînement, en gros, ils se sont retrouvés. Il y avait 10 policiers qui étaient présents et donc du coup, ceux qui sont venus commettre ces faits-là, ils ont pu rentrer au plus proche des bureaux, quoi. T'as jamais été branché par un supporter, Eric? Ils n'ont jamais osé avec toi? Non, mais après, quand tu fais partie d'un groupe, donc forcément, tu es dedans et tu te fais allumer, tu en prends plein la tête. Mais après, il y a des moments où aussi, quand tu n'as pas de résultat et tu n'es pas bon, il faut assumer, fermer sa gueule et puis se remettre au boulot. Et puis, il y a des moments où tu n'acceptes pas et tu réponds et tu réagis. Donc, après, comme l'a dit Yo, nous, en étant d'ici, on vit ça différemment. Et on avait toujours dans nos équipes des guerriers, quoi. Tu perdais un match ou deux, t'étais compliqué, mais tu lâchais rien du tout, tu te battais. Et à partir du moment où tu te bats, le public, tu peux perdre, il va accepter. Après, c'est à Marseille, tu vois des choses sur le terrain, des fois, qui sont pas acceptables de la part de certains joueurs. Et je pense que ça, plus le président qu'on voit pas, qui est aux États-Unis, plus Hérault qui dit 2-3 trucs dans la presse pour envenimer les choses, le public, à un moment, il en peut plus quand il vient plus se défouler au match. Donc tu dis Sylvain Rémy, donc à un moment. Et puis ils leur ont vendu un projet de dingue, au final, il se passe rien. Au début des années 2000, Eric Johan, on avait connu au moment où je crois que Joël Muller est remplacé, quelques semaines avant, je crois après une défaite contre Sochaux, il y avait eu énormément de supporters qui étaient venus à la Gaillette, je crois, à un entraînement, et ça avait chauffé. Je crois que ça doit être le truc qui a dû le plus chauffer entre la saison où on descend 2007-2008, quoi. Vous vous en souvenez? Moi, je l'ai connu avec l'équipe il y a 2 ans, 3 ans. Où ils sont venus à Tasset et ça a été chaud. Il y a eu le match de Bourg-en-Bresse aussi. Donc, les ambiances. Non, mais c'est vrai. Après, de toute façon, le supporter, après, il pense qu'il a des droits et voilà, c'était tout. Mais on a connu des ambiances, effectivement, où les mecs ils venaient à l'entraînement. Mais comment toi, tu as vécu ça et comment tu as protégé ton groupe, toi, Eric, à l'époque? Parce que
C'est vrai que je parlais des trucs d'il y a 15 ans, mais c'est vrai qu'il y a des trucs il y a 2-3 ans qui ont été un peu compliqués aussi. Ouais. Ouais, mais sincèrement, là, on critique les supporters, mais quand les supporters sont venus à Tasset, dans le groupe, tu as quand même des mecs, tu vois, qui arrivent à gérer Bien sûr. pas que ça parte en saucisse, tu vois, qui sont un peu les médiateurs. Donc, il faut aussi mettre en avant ça, tu vois. T'as pas toujours que des fous ou des mecs qui veulent la bagarre. Tu as des mecs aussi qui sont là pour essayer de discuter, de bouger les mecs, d'avoir une réaction vis-à-vis de la part des joueurs. Et nous, on l'a vu comme ça. Et je sais qu'on joue Queville. Et Queville, il n'y a pas trop d'ambiance. Et on gagne 2-0. Et Queville, à la fin, il chantait. Donc, voilà, il suffit de pas grand-chose. Mais c'est des passionnés qui aiment le foot et qui aiment avoir des résultats. Et de temps en temps, on oublie aussi que tu as des passages qui sont un peu plus compliqués. Mais c'est comme ça, quand tu as gagné des choses. Tu sais, tu compares Marseille, tu regardes Marseille et Marseille de 93, champion d'Europe, ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais les gens restent aussi sur ça, sur des titres, sur des grands noms, sur des joueurs. Et peut-être que ça aussi, avec ce qu'on leur a vendu, la Champion Project, les mecs, au bout d'un moment, ils se disent, mais non, mais ça suffit, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des saucissons. Et nous, on veut des noms et on veut gagner des choses. Non, on a connu ça à Lens pendant plusieurs années, où la pression autour du club, elle était très forte. Et je pense que c'était dur aussi, même pour les nouvelles recrues, qui n'étaient peut-être pas tout simplement au niveau que ce que les supporters pouvaient attendre par rapport au projet qui leur a été vendu. Après, ce que je trouve important, c'est que les supporters sont toujours garants un peu de la philosophie du club. C'est-à-dire le club ne leur appartient pas, mais ils sont garants de la philosophie et de la mentalité que doivent avoir les joueurs au fond dans le club. Si ça ne se présente pas, c'est là où ils sont un peu agacés, ils s'énervent. Alors attention, ça ne justifie en rien les violences qu'on a pu entendre avec Marseille. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut, c'est que le club entende ça. Et quand les entraîneurs et les joueurs entendent ce mécontentement, c'est qu'il y a quelque chose à changer et à modifier. Et je pense qu'il faut il faut pas cautionner, mais il faut être à l'écoute de ça et pas rejeter non plus, parce que sinon, ça veut dire qu'on les écoute pas. Et là, c'est dangereux, quoi. En fait, c'est une tendance du moment. Allez, pour conclure. Et pour conclure très rapidement, les gens qui sont au club sont de passage, alors que les supporters, eux, sont toujours là. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Je dis souvent que les supporters, c'est les gardiens du temple. Bien sûr, c'est ça. Et heureusement qu'ils sont là. Et on rappelle que du côté de Marseille, je sais pas, ils étaient 200 ou 300. Attention, il n'y a pas que des supporters non plus à l'intérieur. Hein. Il y a aussi quelques casseurs qui se sont joints à eux et qui ont été les premiers à rentrer dans la commanderie. Donc voilà, et comme le disaient si bien Sico et Yo, heureusement que le vrai supporter n'est pas comme ça. On enchaîne avec la compo probable de notre 11. Les amis, regardez la compo Lens Foot. Dites-moi ce que vous en pensez. Sotoka Kalimwendo titulaire, Kakuta, le milieu avec Fofana et Cahuzac pour ce match face à Marseille. Le petit Bourra à gauche, Klaus à droite et puis en centre, Medina, Badé, Grady. Je rappelle que Kalimwendo, ça vient de tomber, et Cahuzac sont incertains. On les a quand même mis sur la compo. Ganago, toujours absent pour Lens Marseille. Le petit Kalimwendo, il est touché sur l'extérieur du pied, ce qui a nécessité des points de suture. Donc, à travailler lundi, il a travaillé seulement en salle. Donc, on verra pour mercredi. Ça me paraît compliqué. Les garçons, cette compo, comment vous la sentez? Sylvain, Sylvain, ton petit micro. Il n'y a pas de son. Donc, moi, par rapport à ce que tu dis, je mets Simon Banza à côté de Sotoka. Bourra, oui. Klaus, oui. Et je me demande, parce qu'il a été quand même bon ces derniers temps, il y a donc Grady et Badé qui sont de retour, si je ne mets pas Fortes finalement, même si je trouve qu'il est mieux en axial à la place de Badé. Mais de belles sorties ces derniers temps, donc pourquoi pas un trio avec Badé et Grady. Ah, donc tu sors Medina, tu mets Fortes. Ouais. Johan? Non, moi, je reste un peu sur la composition que tu as donnée et je pense qu'elle est cohérente et elle est dans la philosophie, en tout cas, de ce que fait Franck depuis le début de saison, à savoir un turnover qui permet à tous les joueurs d'être concernés et d'avoir cette mentalité aussi et cet état d'esprit du club. Donc, moi, ça me paraît cohérent et plutôt intéressant. Captain? De toute façon, comme il le fait à chaque match, je pense qu'il y aura 3-4 changements, mais celle-là, elle tient la route. J'aurais peut-être laissé le duo devant, Sotoka et Banza. Après, la rentrée de Klaus, pour moi, oui. Le petit Bourra. Au milieu, si Cahuzac n'est pas blessé. Voilà, c'est cohérent. Après, les trois dans l'axe, sincèrement, aujourd'hui, Fortes, il fait de bons matchs. C'était pas un titulaire au départ. Hein. Tu avais la triplette habituelle, mais là, est-ce qu'il n'est pas en train de le devenir, justement, en lieu et place de Medina? Je pense. Medina. Ouais, mais après, comme l'a dit Sylvain,
mettre Steven à gauche, ça veut dire que là, tu dois relancer pied gauche. Et tu as besoin quand même d'un vrai gaucher pour casser ses lignes et trouver les Kakuta, tout ça, donc, et ton piston. C'est là un peu le problème. C'est pour ça qu'il y a eu Aïdara, il y a eu qui ont joué à ce poste-là. Après, à droite, pour moi, Gradit, ça reste quand même le numéro 1. Il est déjà défensivement et puis même dans la relance. Il est capable de casser des lignes, de venir fixer, décaler, et ça, c'est très important, quoi. Allez, on passe au jeu des pronostics. Lance foot. Le jeu des pronostics. Le leader s'envole. Regardez-moi ce joli classement. Guillaume Gillet, donc le seul à avoir pronostiqué le bon score, un 2-1 face à Montpellier. Et donc, Guillaume Gillet, 10 points. On retrouve dans le deuxième wagon, deuxième et troisième, Sylvain Charles et Franck Quedru avec 7 points, 6 points pour Eric Sicora. Cinquième, Rémi Buisine avec 5 points. Walid Mesloub, 3 points. Yaya qui prend 1 point parce qu'il a la bonne tendance. C'est le seul aussi à avoir la bonne tendance. 3 petits points. Et notre Yo Lachor, forcément, il a démarré en retard, mais il fait partie du classement. Toujours 0 points. Yo, va falloir te reprendre. Va falloir marquer tes premiers points, poteau. Attention, le pronostic de Lens Marseille. Je vous donne ceux de Walid, Guillaume, Franck et allez. Alors, Walid, c'est 2-1. Guillaume, c'est 2-1 pour Lens, bien sûr. Franck, 2-1. Ah bah, les mecs très originaux. Et allez, Aydin, 1-1. Sylvain Charlet. 2-1 comme les autres. Oh là là là. Et les mecs, vous n'allez pas avancer dans le score, hein, dans le classement. Hein. Pas grave, si ça marque, ça marque. Hein. Rémi. 1-0. 1-0. Faut juste pas être dernier, en fait. C'est malin. Eric Sicora. Eh ben, écoute, moi, je vais essayer de marquer 3 points. Oh la vache. Je vais dire Marseille 2-1. Oh. C'est le seul qui prend tout le monde à contre-pied, les gars. C'est le seul qui prend moi, victoire marseillaise. Moi, à chaque fois que je dis un truc, c'est l'inverse. Donc, moi, c'est à moi si on se gagne. Sincèrement. En même temps, il n'a pas tort. Hein, je veux dire. Pourquoi pas, bien sûr. Et Johan Lachor. Et moi, je vais prendre mes 3 points là avec 2-0 pour Lens. Oh. Yes. Ça serait pas mal. On passe à l'actu Lens Foot. Alors, l'actu Lens Foot, quelques minutes. On va débattre cette semaine sur la fuite des talents. Chouillard, Bellegarde, Duverne. Sont-ils partis trop tôt? Un départ de manière conflictuelle pour Duverne, on s'en souvient, et dans une moindre mesure Chouillard, un départ plus que dans les règles pour Bellegarde. Des débuts difficiles pour les trois, pour leur première saison en Ligue 1. Cette année, la tendance s'inverse, puisque Duverne est devenu le capitaine du stade brestois. Bellegarde, c'est devenu une pièce maîtresse de l'entrejeu strasbourgeois. Et Chouillard, par contre, lui, est en totale perdition. On va s'attarder sur Mounir Chouillard, si vous le voulez, avec le président Olivier Delcourt de Dijon, qui n'a pas fait dans la demi-mesure. On l'a tous lu ces derniers jours et regrette le comportement donc de Mounir. Avoir du talent, c'est bien, mais moi, je préfère avoir un joueur qui a moins de talent, mais plus d'envie. Bien sûr. Eric, Johan, vous connaissez Mounir, vous êtes surpris ou pas? Honnêtement. Non, c'est Mounir. Voilà. Mais c'est quoi Mounir? Talentueux, mais capricieux. Non, c'est même pas ça. C'est que c'est un amoureux du foot, sincèrement. Il aime le foot, mais à côté de ça, tu dois avoir une exigence du haut niveau. Et je pensais qu'en partant, il l'aurait eu. Ouais, mais je vois que ça change pas. Et tant qu'il n'aura pas compris ça, il aura toujours des problèmes. Mais c'est dommage parce que sincèrement, c'est l'un des meilleurs footeux qu'on a pu voir à la Galette. Mais après, voilà, c'est pas assez exigeant en dehors pour devenir un très bon professionnel. Et ça, malheureusement, s'il ne change pas, ça sera une grosse déception. Je veux dire, il n'a même pas joué un match. Pardon. Non, mais tout à fait. Enfin, Mounir, c'est un talent incroyable. Enfin, il est capable de faire des choses vraiment de très très haut niveau. Maintenant, il a un caractère vraiment particulier. Il faut réussir à le choper. Enfin, je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais à essayer de trouver ce qui pourrait lui déclencher, de le remettre dans le chemin droit dans la bonne direction. Le problème, c'est qu'il pense pas qu'il est dans le mauvais chemin. C'est ça le plus dur. Ouais. Pour lui, c'est son mode de fonctionnement. Il est comme ça. Peut-être qu'il attend des choses de la part des entraîneurs ou d'un dirigeant peut-être supérieur à ce qu'on lui donne.
Mais en tout cas, en plus, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc on sait pas trop ce qu'il peut attendre et ce qu'il peut souhaiter. Donc, c'est vachement difficile à cerner. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il écoute un petit peu ce que les gens disent autour de lui. Ouais. Rémi, ça, c'est pas la preuve que le problème vient aussi de l'entourage. Il a peut-être personne autour de lui qui est justement, comme le disait Johan, en disant, bon, toi, attends, là, tu as un talent énorme, mais tu pars en cacahuète, donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est ça le problème aussi, non? Il y a le problème de l'entourage qui arrive régulièrement, puis c'est aussi quand on a des joueurs de grand talent comme ça, c'est-à-dire que maintenant, dès que vous avez 15-16 ans, vous êtes suivi par les plus grands clubs européens qui vous tournent autour et qui vous font tourner un peu la tête, et finalement, vous perdez un peu les pieds. Mais Mounir Chouillard, moi, c'est une immense déception. C'est-à-dire que ce type de joueur-là, moi, c'est vraiment, je veux dire, ce que je déteste le plus, parce que c'est un talent énorme, et ce sont des intermittents du spectacle. Je veux dire, Mounir Chouillard à Lens, c'était bon que pendant les mercatos. C'est-à-dire, quand il y avait le mercato de janvier du mois d'août, super performance. Par contre, après, pendant la saison, il n'y a plus rien, c'est individualiste, ça disparaît pendant 3 mois. Et franchement, quand on l'a vendu, tant mieux. C'est une déception parce que c'est un grand talent et il aurait pu être l'un des atouts majeurs du Racing cette saison. Mais quand on voit ce qui se passe à Dijon, c'est la même chose. Et on a l'impression que c'est un joueur qui va se perdre. Et c'est tellement frustrant de voir des joueurs qui ont un niveau pareil se perdre pour des problèmes d'entourage, des problèmes d'ego personnel et autres. C'est vraiment terrible, je trouve, parce qu'il a un potentiel énorme et il est en train de gâcher sa carrière. Il peut encore s'en saisir, il est jeune, mais là, c'est dommage, quoi. On en a eu d'autres comme ça, hein, des Mehdi Abeid, je veux dire, aujourd'hui, qui se retrouvent à Nantes, alors qu'au départ, quand ils sont arrivés, on leur promettait un parcours énorme. Il y en a tant d'autres comme ça, qui sont passés par le Racing. C'est dommage. Sylvain Charlet. J'espère que dans quelques années, on l'entendra dire « Oui, j'ai enfin compris, voilà, j'ai gagné en maturité, oui, on avait raison de me dire ça, on avait raison de me dire ça et ça. » Voilà, j'espère que dans quelques années, il comprendra, parce que je pense que là, il n'a pas aujourd'hui la maturité pour écouter ce que les entraîneurs peuvent lui dire, parce que je pense que plusieurs entraîneurs ont dû lui mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, mais il continue de se fermer et peut-être d'écouter les mauvaises personnes qui lui disent « Non, mais t'inquiète pas, Mounir, tout ira bien. » Et là, il va peut-être se retrouver en Turquie. Donc, à la question, est-ce que pour vous, les talents que j'ai cités, les 3 talents, sont partis trop tôt de la Gaillette? Est-ce qu'on aurait dû les garder un petit peu? Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose ou pas? Pour Duverne, en Ligue 2, c'était compliqué. En Ligue 2, c'était compliqué. Duverne, il avait fait plusieurs saisons avec Lens et je pense que pour lui, c'était bien qu'il passe un cap à ce moment-là. Par contre, Bellegarde, il pouvait très bien faire une saison en plus parce qu'il n'avait jamais fait de saison pleine vraiment avec le Racing. Je dirais, il n'a jamais été titulaire indiscutable. Donc, il aurait très bien pu rester une année de plus. Après, je pense que s'il est parti, il y avait aussi des raisons financières parce que ça permettait de rentrer un peu d'argent dans les caisses avec la vente de Bellegarde, de Santonze et 2-3 autres joueurs. C'est la Ligue 1. Voilà. Et puis, c'est la Ligue 1 aussi. Donc voilà. Mais Duverne, je pense que c'était le bon moment pour lui de partir. Et finalement, on le voit aujourd'hui. Il devient un joueur super intéressant à Brest. Bellegarde aussi, finalement, il y a le talent. Et puis, il a fallu une année d'adaptation. Et là, il est en train de trouver son niveau, d'élever son niveau de jeu en Ligue 1. Et c'est super. Eric, le mot de la fin? Après, Duverne et Jean-Jean, c'est 2 cas différents. Hein. Jika, lui, il a voulu partir absolument. Et c'était le bras de fer. Et Jean-Jean, je pense qu'il n'allait pas trop jouer. Et je crois que le fait de partir, ça convenait au club et puis à Bellegarde. Après, tu dis que il a pas. Moi, je trouve que l'année dernière, il a fait une bonne saison avec Strasbourg. Et aujourd'hui, il confirme. Il confirme. Sincèrement, quand l'année dernière, moi, je voulais faire des matchs. Jean-Jean, c'est le gars qui est capable de prendre le ballon, de casser des lignes. Alors, le seul souci, c'était après dans la dernière passe ou dans le choix pour mettre les ballons. Et là, il avait des difficultés. Mais moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il a progressé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est sollicité pour partir de Strasbourg. Donc, c'est que quelque part, c'est son année et demie, il a quand même fait des choses bien et très bien. Donc, en plus, Jika aussi, il s'est affirmé aussi, il est capitaine. Bon, après, à Lens, il n'a pas été très très bon, mais ça peut arriver. Mais tant mieux pour nous. Mais en tout cas, c'est des bons jeunes, tu vois. Voilà, après, tu as peut-être des choses qu'on ne connaît pas, nous, sur le cas Jika. Mais aujourd'hui, voilà, ça reste c'est des bons gamins, les deux. Après, voilà, avec des trajectoires différentes, mais qui vont faire leur trou, je pense, parce qu'ils ont la tête sur les épaules. Ok, très bien. Eh bien, c'était encore une super émission. Merci à Yo. Et Yo, bravo pour ta première. Franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. J'ai l'impression que tu es là depuis le début. Merci, mon poteau. On se retrouve très bientôt. J'aimerais terminer cette émission en mettant en avant d'abord un mot. Eric, toi, tu voulais mettre en avant une asso. Montre-moi ton t-shirt. Ouais, c'est Anthony qui s'occupe de ça, qui est président de l'asso Les Ch'tis Collecteurs.
On voit pas ton t-shirt. Montre-le. Attends, vas-y. Tu vois là? Voilà. Ah oui, Voilà. là c'est bon. Et il a perdu son papa de cette maladie-là et il essaie de récolter des maillots, alors de foot, de basketteurs, de cyclistes, de plein de sports différents. Il met ça aux enchères et puis ça va pour la recherche. Donc, Sur les réseaux sociaux. je l'aide un peu et puis il m'a envoyé ce t-shirt. Donc, je tenais à lui faire un petit coucou pour lui et surtout pour l'assaut. C'est ça le plus important. Je le connais, en plus, je le connais, il est très sympa et il mène un combat. En parlant de combat, j'aimerais terminer cette émission en mettant en avant le combat d'un petit garçon qui est très, très, très touchant. C'est Andreas, 7 ans, qui porte fièrement le blason du RC Lens. Il souffre d'une leucémie, une maladie qui est de retour, puisqu'il avait réussi à la vaincre une première fois du haut de ses 7 ans. Malheureusement, il va devoir la combattre une nouvelle fois. Vous pouvez l'aider en lui envoyant des messages. Allez-y, supporters, supportrices, des lettres, des dessins pour lui donner plein de force pour ce combat. Vous avez tous les renseignements sur la page Facebook de l'association Mon Combat, qui est parrainée d'ailleurs par l'ancien gardien lensois, Cédric Berthelin. Donc voilà, toute l'équipe de Lens se joint à moi pour te dire, vas-y, Andreas, fous-lui une raclée à cette saloperie de leucémie. Tu peux le faire, tu l'as fait une fois. Donc vas-y, on est avec toi et on suivra ça de très très près. Rémi, un dernier mot? Peut-être un petit mot très rapidement, j'en profite parce que comme on parle des associations, je voulais parler peut-être d'une association qui s'appelle Linky, qui vient en aide aux étudiants. On parle beaucoup du malaise étudiant avec toutes les mesures sanitaires. Linkee, qui est super, qui est sur le terrain. Je les ai fait en reportage pour Brut la semaine dernière et ils sont là justement pour aider à ce que chacun puisse avoir une aide psychologique, alimentaire, pour pouvoir aussi se vêtir parfois. Donc c'est super important que chacun puisse aussi regarder ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de souffrir en ce moment de toutes ces mesures et il y a des gens qui font des choses extraordinaires pour les aider. Voilà, le message est passé, tous les messages sont passés. Andreas, on est avec toi de tout cœur. Salut à tous, merci Yo, merci tout le monde. Merci tout le monde. Salut, bonne soirée, ciao. N'hésitez pas, on s'abonne bien évidemment, donnez-nous un coup de main, vous vous abonnez, hop, vous likez la page YouTube et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao.